Personnellement, j'en suis cette semaine à mon 39e témoignage, voyage à Auschwitz, avec des écoles de toute la Belgique, de France, du Grand-Duché de Luxembourg. J'ai souvent 4 générations qui m'accompagnent et beaucoup de personnalités. Et chaque fois, quand je viens ici, je ressors d'ici, je repars avec le sentiment et la certitude qu'ils ont été très impressionnés. Et c'est ça qui compte pour nous. Avant, je n'ai jamais pensé à venir à Auschwitz. J'ai commencé il y a plus de 20 ans, parce que j'estimais que trop peu de mes amis qui ont été dans les camps ne voulaient pas témoigner. Et il est primordial, important, que nous racontions nos souffrances pour que les gens sachent. La plupart d'entre nous ne voulaient pas témoigner. C'est une question personnelle. C'est-à-dire qu'ils étaient trop émus, ils pleuraient quand ils témoignaient. Et il a fallu que j'attende jusqu'à un âge avancé pour me décider à témoigner. Au début, c'était difficile, parce que il y a toujours eu 2, 3 générations, mais quand on revient des camps, de 1152 jours de camp, dans 11 camps différents, et qu'on est marqué à vie, et qu'on fonde une famille, on n'a pas le temps, ni l'occasion, ni pas le besoin de témoigner. On voudrait voir avec la naissance de mes enfants et l'agrandissement de mon foyer, de ma vie, je voulais essayer d'oublier. Mais au fil du temps, quand je voyais que la plupart de mes amis, malheureusement, décédaient, il n'y en a presque plus, nous sommes peut-être 10 en Belgique, peut-être. Et un jour, il y a ma femme qui me décide, Henri, maintenant que les enfants sont grands, qu'ils sont mariés, tu arrives à la retraite, va témoigner. J'ai hésité, et puis je m'y suis résolu. La première fois que je suis venu à Auschwitz, il y a plus de 20 ans, j'étais malade. Rien que de voir le four crématoire où mes parents, toute ma famille, 30 personnes ont été gazées et brûlées, j'ai commencé à pleurer, puis j'ai demandé à la cinquantaine de personnes qui étaient dans la chambre du four crématoire de m'excuser et d'attendre un tout petit peu. J'ai fui mes larmes et puis j'ai continué à témoigner et puis ça n'a plus jamais arrêté. Le problème, c'est que jusqu'il y a 5 ans, parce que je témoigne dans des écoles depuis des centaines de fois, à la Fondation Auschwitz, ils le savent, je crois que j'en suis la semaine passée à mon 438e témoignage. Je n'arrête pas. Mais j'ai remarqué qu'il y a 5 ans d'ici, quand je me trouvais dans une classe de 50 ou 100 ou 200 élèves, quand je commençais à parler pendant 10 minutes de mon passé, ils étaient étonnés. Ce monsieur Kishka, ce que vous dites, est-ce que c'est vrai? Je dis oui mes enfants, c'est vrai. Mais depuis ces dernières années, j'ai remarqué que depuis la grande crise mondiale, les problèmes sont différents. En Europe, la crise est dramatique mais économique. Mais dans le reste du monde, elle est terroriste. C'est ça le problème. Hitler se limitait à l'Allemagne avant d'entrer en guerre. Mais le terrorisme s'installe dans tous les pays du monde maintenant. Et les gens ont peur, et c'est eux, les jeunes, qui demandent à leurs enseignants, directeurs, préfets d'école, si on ne pourrait pas écouter le témoin d'un survivant pour savoir ce que le terrorisme pourrait éventuellement amener si on ne le freine pas, si on ne l'arrête pas. Mais maintenant, depuis 3 ans, quand je vais dans les écoles, ils ne sont plus étonnés. Ils savent, parce qu'avant que nous témoignions, ils ont lu des livres, ils savent, mais ils ont estimé que les documents, les livres ne sont pas suffisants, qu'il faut un témoin.
Et depuis 3 ans, quand je témoigne, ils sont tous en larmes. Ils s'essuient les yeux. Ils se demandent comment est-ce possible. Et je continue. Mais il y a plusieurs problèmes. C'est qu'il y en a qui me disent, mais monsieur Kishka, on vous a entendu. Vous nous avez émus. Nous rentrons à la maison. J'ai écrit un livre il y a 10 ans qui se vend encore terriblement partout dans les écoles et disent, votre livre d'un survivant, des livres d'historiens, il y a un monde de différence. Parce que les historiens, comme les guides qui sont ici à Auschwitz et dans les autres camps, ce sont des historiens qui expliquent. Dans telle baraque, il y avait autant de gens, à telle date, il y a eu ça. Nous, on parle de nos souffrances. Ils ne sont plus étonnés, mais ils me disent tous une chose essentielle. Monsieur Kishka, les livres, les historiens, les films, les documentaires, les témoignages physiques, c'est une chose. Mais avant que vous ne disparaissiez le plus tard possible, nous voudrions tellement que vous témoigniez encore longtemps dans les camps où vous avez souffert. Il faut tous les éléments réunis pour être impressionnés. Ils sont tous marqués à vie, ils me le disent. D'habitude, quand je vais avec d'autres groupes, parce que j'en ai des tas, c'est tout à fait différent de la fondation Auschwitz. Et ici, nous sommes dans une auberge. Il y a une intimité qui n'existe pas dans les hôtels 3 étoiles dont je m'en passerai bien. Chaque fois que je vais avec des groupes, des Français, des Luxembourgeois, des Belges, d'un petit peu toutes les nationalités. Et quand nous venons à Auschwitz, nous allons dans tel hôtel ou tel hôtel. Il n'y a pas d'ambiance, c'est du personnel qui ne vous connaît pas. Ici, quand je viens, que ce soit M. Schuster, tout le personnel de la cuisine, je suis arrivé, par exemple, le 1er avril. Je vais à la caisse, automatiquement, on me donne la clé de ma chambre. C'est pour vous, M. Kishka. Le lendemain, je vais ici, au petit restaurant, la cafétéria. Je demande un café. Monsieur Kishka, comment allez-vous? Je vais à Auschwitz, pas à Birkenau, d'abord à Auschwitz. Et en sortant, après le témoignage, il y a en face une papeterie, une librairie. Et j'entre. Monsieur Kishka. Je dis, mais nous me connaissent-ils? Mais dans un hôtel, les femmes de ménage changent, le personnel change. Ils ne sont pas dans un milieu concentrationnaire. Et l'ambiance n'est pas du tout la même. Non, quand je viens ici, je m'excuse de le dire, chez moi. Je me sens chez moi à la maison. Je vais dans la librairie pour acheter un livre, et la jeune fille qui me dit « Monsieur Kishka, comment allez-vous » Mais en anglais. « Oh, very well, thank you very much ». Elle me dit « Je voudrais que vous me fassiez un plaisir ». Et elle me montre un petit album de photos où elle photographie tous les survivants. Il y a une centaine de photos, et elle me dit « Ils sont malheureusement, la majorité n'est plus là. Puis-je prendre une photo de vous ?» Je dis « Oui ». Elle prend la photo, elle dit, quand elle sera développée, je la mettrai dans l'album. Et elle me dit, mon Dieu, quel âge avez-vous? Je dis, 87 ans. Après les années de souffrance? Je dis, oui. Eh bien, je vous félicite. La prochaine fois quand vous viendrez, il y en aura encore beaucoup de prochaines fois que je lui dis, je vous offrirai la photo et je vous la montrerai dans l'album. Ce que j'adore ici, c'est pas seulement l'accueil de M. Schuster qui est comme un père pour nous. Il est vraiment humain, gentil. Et il y a un autre parallèle. Comme je vais maintenant à la synagogue avec mes amis, Oswiecim est ici tout près. Et puis un jour, j'ai fait la connaissance du maire de Oswiecim. Et depuis, nous avons une amitié, nous parlons en allemand évidemment, nous avons une amitié extraordinaire. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à Oswiecim, quand on se voit, il me paye un café, on bavarde. Dans les hôtels de voyageurs, ça n'a pas de sens. Vous ne sentez aucune émotion. Oui, nous sommes là pour manger, pour boire, pour dormir, mais pas pour témoigner.
Et ici, quand nous témoignons devant une masse énorme de jeunes gens qui posent tellement de questions, nous allons dormir tranquilles, rassurés d'avoir fait notre devoir de mémoire, pas travail de mémoire, notre devoir de mémoire. Et pour moi, j'espère vivre encore longtemps, longtemps pour venir ici, dans cette auberge d'Oswiecim que j'adore. Et tous, nous sommes du même avis. Nous sommes chez nous, à la maison, à côté d'Auschwitz-Birkenau.